Ah, il y avait... Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un vieux pays. Vive le Québec. Bonjour à tous. La thématique de cette semaine porte sur les 10 ans des printemps arabes. Je termine donc cette série de chroniques avec la Syrie. Contrairement à d'autres pays, pour la Syrie, la période 2011-2021 n'est autre que 10 ans de guerre. Alors, je vous propose de faire un retour sur ces 10 années très complexes. En 2011, un vent de révolte s'abat sur le Maghreb et atteint très vite le Moyen-Orient. Comme ses voisins, la Syrie se révolte. Pour bien comprendre les origines des contestations, il faut se remettre dans le contexte. Bachar el-Assad est au pouvoir depuis 2000. Et avant lui, c'est son père qui est aux commandes depuis 1970. Autrement dit, en 2011, la Syrie est depuis 40 ans tenue par la même famille, les El-Assad, des Alaouites, donc des chiites, alors que le peuple est composé en grande majorité de sunnites. Depuis 40 ans, père et fils imposent censure, surveillance et interdiction. Dès mars 2011, 4 mois après les premières révoltes tunisiennes, la jeunesse syrienne descend dans la rue. Elle réclame la liberté, la justice et la dignité. Bien que 30% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté, ce sont les jeunes les plus touchés par le chômage, environ 20 à 25%. S'ajoute à cela qu'en 2011, la Syrie est touchée depuis 5 ans par une grande sécheresse et les prix s'envolent. Tous les facteurs sont réunis pour qu'un soulèvement prenne place. Bien que les manifestations syriennes soient pacifiques, le régime de Bachar el-Assad répond très vite par la répression et tire, arrête et torture les manifestants. Dès juillet 2011, des militaires déserteurs refusant de tirer sur le peuple se réfugient en Turquie et créent ce que l'on appelle l'armée syrienne libre. Le conflit commence alors à se militariser et c'est le début de la guerre civile. L'armée syrienne libre s'allie avec le peuple kurde, qui est un peuple réprimé depuis toujours par le gouvernement El-Assad, et donc l'armée syrienne libre et le peuple kurde prennent dès 2012 le contrôle de la région du nord de la Syrie où vivent les Kurdes. Face à eux, les forces du régime de Bachar résistent dans le sud et l'ouest et bombardent hôpitaux, écoles et tirent sur les civils. Il faut savoir que dès l'été 2013, le régime de Bachar utilise des armes chimiques sur des civils. Mais c'est en 2013 qu'un nouvel acteur profite de la guerre syrienne pour s'inviter dans le conflit, les groupes djihadistes. Ces groupes djihadistes qui sont tunisiens, libyens, turcs, mais aussi français ou belges, sont financés par les pays voisins de la Syrie, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore la Turquie. Dès l'automne 2013, Daesh prend la ville syrienne de Raqqa, qui est vraiment une prise très symbolique puisque Raqqa est un emblème du rayonnement arabo-musulman du Moyen-Âge. À partir de cette prise, Daesh va s'étendre en Syrie. En juin 2014, Daesh prend la ville irakienne de Mossoul, proclame la restauration du califat avec comme capitale Raqqa et proclame son chef. Abu Bakr al-Baghdadi se dit calife et successeur de Mahomet. Donc nous avons vraiment un califat à cheval entre la Syrie et l'Irak qui fait tout de même la taille à peu près du Royaume-Uni. Il est vraiment important de comprendre que les djihadistes sont un nouvel acteur à part entière et combattent le régime de Bachar. Les djihadistes ne combattent pas aux côtés de l'armée syrienne libre. Daesh n'a qu'un seul objectif, regrouper les populations sunnites et combattre le gouvernement alaouite qui est, selon eux, illégitime car non sunnite. Avec ce nouvel acteur, la guerre prend le tournant d'une guerre confessionnelle. Dès septembre 2014, pour contrer l'intervention de Daesh dans le conflit, une coalition internationale menée par les États-Unis se forme. Dans cette coalition, nous retrouvons bien sûr les États-Unis, les principales armées européennes, mais aussi l'Australie, le Canada, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, Bahreïn et les Émirats. Sur le terrain, cette coalition internationale s'appuie et aide la communauté kurde qui s'est organisée en force démocratique syrienne. Globalement, entre 2014 et 2016, la coalition a fait plus de 4000 frappes en Syrie.
Une date importante à retenir, c'est qu'en 2015, grâce à l'aide internationale, les Kurdes remportent leur première victoire contre Daesh en reprenant la ville de Kobané. Il me semble tout de même aussi important de citer les autres acteurs clés du conflit international. Nous avons d'abord la Russie. La Russie est un fidèle allié de Bachar et utilise constamment son veto à l'ONU pour l'empêcher d'intervenir en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Nous avons aussi l'Iran, qui est un allié fidèle de Bachar, puisque l'Iran fournit des milices chiites, qui n'est autre que le Hezbollah, à Bachar. Et puis nous avons aussi la Turquie, qui joue un peu sur plusieurs tableaux, puisque d'un côté la Turquie ferme les yeux sur sa frontière avec la Syrie, ce qui permet tout de même l'acheminement de matériel militaire et de djihadistes, et puis d'un autre, la Turquie combat aux côtés de la Russie et combat Daesh et les Kurdes. Car oui, la Turquie réprime tout comme la Syrie ce peuple kurde depuis toujours et n'a qu'une peur, c'est que les Kurdes proclament leur indépendance. Alors la Turquie profite de ce conflit pour les réprimer davantage. Et puis nous avons quand même un dernier acteur qui n'est autre que l'ONU, puisque l'ONU, pendant tout ce conflit, pendant toutes ces guerres, n'ont cessé d'instaurer des trêves, des cessez-le-feu qui n'ont en réalité jamais fonctionné puisqu'ils ont été très empêchés notamment par le veto de la Russie, mais aussi de la Chine. Enfin, 2017-2019, nous pouvons dire que c'est vraiment la chute de Daesh. 3 dates importantes montrant cette chute. Octobre 2017. En octobre 2017, c'est la chute de Raqqa par les Kurdes, qui est vraiment un point capital puisque c'était vraiment l'objectif de la coalition internationale. Deuxième date, mars 2019. Le califat est achevé avec la reprise de Baghouz, qui était le dernier bastion de Daesh. Ensuite, octobre 2019, le chef de l'État islamique al-Baghdadi est tué lors d'une opération américaine. Et maintenant, j'ai envie de dire, et maintenant, quelle est la situation en Syrie ? Eh bien que Daesh n'ait plus de bastion, encore 14 000 à 18 000 djihadistes sont encore présents en Syrie et en Irak. Pour la Syrie, les forces de Daesh sont présentes dans le désert. Bachar a récupéré quant à lui 60% du territoire grâce aux aides russes et iraniennes, mais 40% lui échappent encore. Ces 40% sont habités, comme je viens de le dire, par les djihadistes, mais aussi par les Kurdes et les oppositions au régime. Concernant les Kurdes, depuis le retrait des troupes américaines voulu par Trump en octobre 2019, les Turcs, avec l'appui de la Russie, accroissent leurs offensives sur les Kurdes. Concernant les oppositions au régime de Bachar, il y a toujours des forces d'opposition au régime de Bachar el-Assad, malgré les nombreux tués. Certains sont en prison, certains en exil et d'autres dans le nord de la Syrie, puisque c'est une partie encore non contrôlée par Bachar el-Assad. Enfin, le pays est complètement détruit avec une économie syrienne en lambeaux, une agriculture complètement perturbée, une corruption qui persiste et un tourisme qui a complètement disparu. Nous avons aussi une population décimée puisque pendant ces 10 ans de guerre, des milliers de Syriens sont morts et plus de 5 millions sont en exil, sont déplacés. Enfin, nous pouvons terminer sur le fait que 2 sujets émergent aujourd'hui après ces 10 ans de conflit. Le premier, faut-il rapatrier les femmes et enfants de djihadistes ? Le second, comment condamner les crimes de guerre et d'humanité commis par Daesh et par les forces du régime de Bachar el-Assad ? Une première réponse à cette deuxième question. Le 24 février 2021, Eyad al-Gharid, 44 ans, ancien membre des services de renseignement, a été condamné par la justice allemande à 4 ans et demi de prison pour, je cite, « complicité de crimes contre l'humanité ». C'est vraiment le premier procès lié aux exactions du régime de Bachar et nous pouvons dire que c'est un message très fort qui est peut-être le premier d'une longue liste.